Une société qui aujourd'hui n'exporte pas ou de manière vraiment modérée, sans y mettre un accent particulier, je pense sincèrement dans 10 ans, elle n'existe plus. C'est pour moi, je dirais une folie de se limiter à un marché qui est tout petit. Le marché français, c'est 3%. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Leaders sans frontières, le podcast Leadership, Management et RH inspiré de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et j'ai passé les 4 dernières années en Asie, Océanie et Amérique latine à explorer les pratiques de management et RH innovantes. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de dirigeants inspirants qui sauront vous aider à élargir votre champ des possibles. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube ou votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour Jean-Mathieu, Bonjour Paul. bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Oui. Pour commencer cet échange, je vais te laisser te présenter, me dire qui tu es, résumer ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. Oui, volontiers. Alors merci de ton invitation et de cette opportunité pour moi de parler effectivement d'un parcours et puis on va parler beaucoup d'international, d'entreprise de développement. Donc moi j'ai créé il y a une quinzaine d'années une entreprise d'investissement qui s'appelle Capital Export. Avant ça, j'avais vraiment travaillé dans le même domaine, avec une progression bien entendu régulière, ayant débuté junior et puis ayant terminé associé précédemment, mais dans des sociétés qui étaient, j'étais salarié en fait. Donc c'est vrai que l'investissement dans des entreprises non cotées, ou on pourrait dire dans des PME, des ETI, dans des sociétés régionales, c'est un métier qui est né un peu quand je commençais à arriver sur le marché du travail, donc à la fin des années 80, début 90. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment plu, puis passionné parce que c'est varié, parce qu'on voit tout un tas de, je dirais de métiers, de positionnements, d'offres, de stratégies différentes et puis, aussi pour moi et peut-être plus, maintenant sur, cette période de maturité professionnelle, j'apprécie beaucoup, la relation, l'échange avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. C'est des gens qui ont des personnalités fortes, qui, prennent des risques, qui s'engagent dans le développement, qui créent de l'emploi, de la valeur ajoutée. Donc c'est vraiment des valeurs qui me plaisent beaucoup. Donc j'ai fait moi de l'international depuis la France finalement en fait et depuis Capital Export, de manière très active. Même auparavant, moi j'avais eu l'occasion d'accompagner des entreprises, plutôt en Europe de l'Ouest. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré au début de ta carrière dans l'accompagnement d'entreprises vers l'international, dans les fonds d'investissement? Alors, je pense que c'est le métier qui a fait, la synthèse entre, d'une part, on pourrait dire la finance, une dimension un peu de calcul, d'analyse, voilà, de maths si on veut faire les choses, simplement et c'était quand même une dimension qui m'intéressait et puis la stratégie d'entreprise que j'avais développée, que j'avais découvert pardon, dans mon école de commerce. Ok. Et en fait, ensuite, pourquoi le non-coté? Je l'ai vraiment découvert par hasard. C'est parce que le non-coté impose, d'avoir une, analyse profonde, et engagée et sûre puisque la sanction, c'est qu'on va avoir une participation pendant des années et des années. Par rapport au tout ce qui est actif coté, on peut pas dire: «Ben, voilà, j'ai fait peut-être un investissement moyen, médiocre, mais je sors et je repars sur autre chose». Non, là, on est parti pour de nombreuses années. Quand tu dis le non coté, donc c'est l'accompagnement plutôt aujourd'hui des PME, ce que vous faites en particulier chez Capital Export. Quand vous investissez dans une entreprise, c'est pour combien de temps? Alors c'est bien de le dire effectivement, on appelle ça aussi private equity, mais j'essaie de rester un peu français, même si on parle d'international. On va accompagner les entreprises sur des périodes de 3, 4 à 7, 8 ans avec, je dirais des périodes des fois qui sont plus longues, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, 11 ans. Mais voilà, le sweet spot, si j'ose dire, en termes de durée de détention ou plutôt de durée de présence au capital, c'est entre 4 et 6 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer ta propre aventure? Capital Export, tu crées ça en 2011. Ouais. Pourquoi passer du monde salarial à la création de ton propre fonds?
Alors vraiment au départ parce que j'avais, une fibre entrepreneuriale qui avec l'âge, s'est vraiment développée et devenue, quand même très présente. Donc pour moi, d'une certaine manière, je me disais et c'est très personnel, si j'ai pas au moins tenté de créer une boîte, pendant ma vie professionnelle, j'aurais raté quelque chose et encore une fois, chacun a ses, je dirais ses objectifs, hein, bien entendu. Je comprends bien qu'on n'est pas tous des entrepreneurs et qu'il y a plein d'autres voies. Hem, Après, c'est vrai que ce qui a été vraiment, très intéressant en termes d'opportunités, c'est que j'ai vraiment vu, à peu près à ce moment-là, on va dire à la fin des années, 2000, plutôt 2008-2010, et cetera, qu'il y avait une attente, on va dire très aiguë chez les dirigeants de PME, de TI, heu, pour un accompagnement international vraiment opérant, structuré de long terme. Or, si ces dirigeants étaient heureux de trouver des moyens financiers, des fonds propres auprès, des entreprises telles que les nôtres, il y avait pas du tout de propositions, sérieuses, je dirais structurées, d'appui international. Donc ça a fait quand même une jonction qui a permis une certaine innovation, une certaine différenciation qui, a aussi attiré, des bailleurs de capitaux, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc ça a été quand même un élément marquant et c'est, je pense, aussi ce qui m'a donné la conviction que, ce projet de création, par essence incertain, avait quand même des chances de réussir. D'accord. Et quand tu crées ce fonds, comment est-ce que tu établis l'ADN, les valeurs de cette entreprise? Qu'est-ce que tu répliques de, ton expérience passée et qu'est-ce que tu amènes de nouveau par rapport à cette entreprise que tu crées? Qu'est-ce qui fait finalement la singularité de Capital Export? Alors, ben, je dirais que dans tout projet, entrepreneurial, surtout en création, le maître mot, bon, évidemment, il faut s'assurer qu'il y a un segment. En l'occurrence, on vient d'en parler, il y avait quand même un espace. Et puis il y a quand même la notion qui pour moi est fondamentale, de différenciation. Donc j'arrivais avec quelque chose d'original, mais sans équivalent sur le marché. C'est d'ailleurs toujours le cas, comme je l'ai dit, et donc ça a été un facteur, important, bien entendu. J'aurais fait, ce qui était déjà assez commun ou installé sur le marché, comme tous nos confrères, ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus difficile. Mmh. Après, je pense qu'il y a quand même, et je l'ai vu et je l'ai compris et probablement un peu développé, peut-être pas appris, mais en tout cas développé intérieurement, à la fin de la journée, c'est l'ardeur au développement, l'opiniâtreté et la résilience qui font que, je dirais, il y a un succès à la fin. Pour toi, en tant que fonds d'investissement, qu'est-ce qui fait qu'un investisseur devient un véritable partenaire d'un dirigeant, d'entreprise? Alors oui, c'est important pour moi. Je pense que, ben, ce qui va faire, avant tout, le préalable, c'est créer une relation de confiance. Donc chez Capital Export, ce qui nous distingue quand même, c'est, d'une certaine manière parce qu'on est des entrepreneurs, en tout cas moi et puis c'est vrai que mes plus jeunes associés ont aussi cette fibre d'une certaine manière. Hem, on a la conscience, je pense, de se focaliser sur des facteurs clés dans une analyse, dans une discussion, dans une négociation, d'être donc assez compact et efficace et ça, je pense, c'est apprécié par les dirigeants. Le deuxième point, qui est important, c'est que on a, je pense, parce que pour moi c'est essentiel, hem, je dirais un mindset, peut-être un style, une façon d'interagir avec les gens qui est assez, je dirais aligné avec ce que les dirigeants apprécient. Mmh. Ça va être donc, ben, de la disponibilité, ça va être, de l'ouverture d'esprit, ça va être aussi de la franchise. En fait, les dirigeants d'entreprise, cherchent aussi chez nous, une chambre d'écho parce qu'ils sont souvent très seuls. Donc je dirais ça, c'est des éléments fondamentaux, qui, vont, je dirais être, à la manœuvre pour être un bon investisseur et apporter de la valeur ajoutée. Bien entendu, après, il faut avoir, les moyens de la valeur ajoutée qu'on, prétend apporter. Si on s'intéresse maintenant à la partie, sourcing et Ouais. recherche des PME, comment est-ce que vous faites pour repérer des PME, pour sourcer des PME qui sont prêtes à aller à l'international?
Tout à fait. Alors, je préférais le mot d'identification parce Oui, qu'on est quand même dans une relation toujours très personnalisée et finalement humaine. d'accord. On a la chance, nous, puisque on investit dans des sociétés qui sont des PME et des petites ETI, globalement de 10 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, que c'est un vivier très riche, très profond. Pour donner un chiffre, on a 10 fois plus d'entreprises dans ce segment-là que d'entreprises qui dépassent 100 millions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a toujours eu la conviction qu'il faut être immergé dans les territoires. Donc, on a quand même, et puis avant Capital Export, j'avais aussi un passé. Donc, on a des partenaires, que ce soit des professionnels du chiffre, des avocats, des conseils juridiques, des banquiers, qui sont proches de nous, qui connaissent nos interventions et qui nous apportent de la mise en relation. Enfin et surtout, parce que nous, on le conseille à nos entreprises, on a une équipe dédiée qui fait de l'approche très sélective et qualitative de dirigeants pour leur présenter, leur proposer Capital Export. Nous, en fait, notre match, c'est d'établir une relation de proximité avec des dirigeants qui nous connaissent. On peut animer par des déjeuners, des rencontres, etc. Globalement, entre 5 et 800 entreprises que nous avons repérées par leur dynamique, par leur secteur d'activité, par leur dimension internationale. Et clairement, on va y venir, je crois, mais la dimension internationale est évidemment un facteur clé Oui. dans l'approche de ces entreprises. Et tu parlais au début du côté mathématique Ouais, et financier ouais, du milieu dans lequel tu ouais. évoluais. Sur quels critères, oui, sur quels critères vous vous basez pour savoir qu'une entreprise, pour savoir qu'une entreprise est prête et que vous allez ensuite pouvoir vous investir? Voilà. Alors, je dois quand même concéder que la dimension mathématique, du métier vers lequel j'ai évolué est quand même relativement limitée, hein. C'est des taux, Oui, des pourcentages et des règles de 3. Mais j'ai trouvé d'autres choses. Il n'empêche qu'il y a quand même un raisonnement d'analyse qui peut, rappeler, malgré tout ça. Clairement, nous, on va, viser des sociétés qui, sont en croissance structurelle. Pour donner un chiffre, plutôt à deux chiffres quoi, entre 5-10% à peu près, voire plus bien entendu, souvent. Des sociétés qui ont un niveau de profitabilité quand même, déjà, suffisant, donc souvent à 2 chiffres aussi. C'est vrai que nous, on a plutôt tendance à investir dans des sociétés qui font en général 15 à 20 de rentabilité opérationnelle. Et en fait, c'est à la fois important pour le projet de développement international et c'est un discriminant très fort. Je m'explique. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut générer du cash flow pour pouvoir nourrir la croissance internationale. Et deuxième point, une société qui a un niveau de profitabilité déjà, je dirais, significatif, de manière évidente, ça veut dire qu'elle innove Mmh. parce qu'elle se différencie. Sinon, elle n'a pas de pricing power et donc elle tombe dans, je dirais, un ensemble peut-être un peu plus large de produits B2B manufacturiers ou de services professionnels ou de logiciels qui sont un peu plus commoditisés, si j'ose dire. Quand on passe sur la phase internationalisation, comment est-ce que vous ciblez les pays et comment est-ce que vous accompagnez justement les PME à aller à l'international? Comment elle se fait cette analyse de savoir, ah, on va d'abord aux États-Unis, en Europe du Nord, en Asie? Oui, tout à fait. Alors déjà, nous, on a beaucoup appris et donc en 15 ans, on a rencontré voilà, je pense plusieurs centaines de dirigeants de PME exportatrices parce que les opérations se font pas toujours, tout de suite et puis des fois, c'est juste des échanges. On a d'abord pensé qu'il était bon, de se développer dans, je dirais, une poignée de pays, en se disant: «Ben oui, c'est quand même assez naturel, c'est bien». Au bout de quelques années, on a compris que c'était une erreur parce que en fait, il faut se focaliser. Une PME, une ETI, c'est quand même une école de restriction de moyens, financiers, commerciaux, humains et cetera. Hem et donc on s'est orienté vers ça aussi parce qu'on a détecté 2 autres choses. Le premier, c'est que le coût d'implantation ou de conquête d'un pays entre un petit et un grand est
pas tellement différent. Il y a quelques différences, bien entendu, mais en tout cas, le coût pour établir une première tête de pont commerciale, ça varie pas tant que ça. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'on s'est dit, en fait, la règle d'or, c'est le potentiel commercial accessible. Donc clairement, il vaut mieux, quand on est français, aller vers des marchés qui sont des multiples du marché français plutôt que des divisions du marché français. Or, le marché français, et ça il faut vraiment le noter, est déjà très très petit. C'est à peine 3% du PIB mondial. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui quasiment près de 40 fois plus de débouchés hors de France qu'en France. Concrètement, là, tu viens de parler de la façon dont vous accompagnez, vous ciblez des pays. En termes d'outils et de leviers, qu'est-ce que vous utilisez pour limiter les risques finalement Voilà, c'est ça. et favoriser la croissance en étant des accompagnateurs Tout vers à fait, l'international? tout à fait. Alors, il faut beaucoup de ressources. C'est pour ça que le modèle, c'est un modèle de partenariat. Moi, avec voilà, différentes contacts, analyses et autres, au début de la création de Capital Export, j'ai vraiment pensé qu'une association d'entreprises indépendantes de conseil qui accompagne des entreprises françaises pour s'implanter dans des pays internationaux était le meilleur moyen, puisqu'on a chaque fois la permanence, le long terme, l'engagement d'une société privée et une focalisation sur un pays ou une zone. Donc tout ça, ça a donné Globaliance, qui aujourd'hui est une alliance de cabinets de conseil indépendants français, même si leurs effectifs et leurs moyens sont essentiellement à l'étranger, chacun dans leur pays ou zone. C'est 750 professionnels aujourd'hui. Donc nous, on a une relation très très étroite. C'est vraiment un partenaire, je dirais, d'exception pour nous. On travaille toujours avec eux. Donc clairement, on a une société qui va, je dirais, vouloir se développer dans telle typologie de produits industriels techniques. On va, nous, quand même, avoir la capacité de formuler les grands axes de la stratégie et notamment les choix de marché. Et ensuite, on met en action nos partenaires dans les zones choisies. Pour donner une idée, c'est une mission qui va mobiliser chez eux entre 4 et 8 personnes, qui va prendre plusieurs semaines, qui va faire l'objet d'un rapport de 30, 40, 50 pages, avec à chaque fois une estimation de la taille du marché, les compétiteurs locaux, les compétiteurs étrangers présents localement dans ce marché, les chaînes de distribution, les canaux, etc. Donc c'est très très fouillé. Et c'est justement, à mon avis, un des éléments principaux de réduction du risque. Voilà. Deuxième point, même si ça, c'est déjà une vraie étape fondatrice, il y a des tests qui sont faits avec des clients, des distributeurs, des partenaires pour s'assurer qu'on ne fait pas fausse route. Ensuite, je pense que le fait de diviser tout en polarisant sur 2 ou 3 enjeux, c'est une forte réduction du risque. Et ensuite, il y a quand même une donnée qui, pour moi, est importante. C'est quand même de prendre en compte la notion de devise, de change. Globalement, je pense que quand on sort des 3 grandes devises mondiales, donc euro, dollar, yuan, avec des zones d'influence, on devient plus exposé au risque de devise. Alors bien entendu, les gens vont dire oui, mais le dollar, ça peut varier de 15-20%, le yuan, d'évaluation compétitive, comme fait Trump en ce moment. Oui, ok, sur longue période, il peut y avoir des variations de 15 à 20%, mais quand on prend d'autres devises, c'est plutôt du 50-70%, c'est vraiment très, 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 très risqué sur d'autres devises. Tu évoques là la partie géopolitique Ouais. avec la dévaluation de certaines Ouais. yénées, de la guerre commerciale qui Ouais. s'effectue en ce moment entre Ouais. Chine, États-Unis, même l'Europe Oui. au centre. Il y a récemment, Capital Export, vous avez publié un article avec Les Échos où vous Ouais. dites qu'il y a une réduction, il y a un déclin de 7% des PME qui choisissent d'aller à l'international, Ouais. dans un contexte toujours plus changeant, Tout à évoluant. fait. Pour toi, pourquoi est-ce que l'international doit rester attractif et doit rester, un axe majeur de développement pour les PME? Quand j'ai créé Capital Export, je disais que c'était un impératif. Aujourd'hui, ma conviction profonde, c'est que des sociétés, sauf celles qui sont sur des marchés très domestiques, la restauration ou d'autres, et encore, on peut trouver des expansions hors de France dans ces secteurs-là. Une société qui aujourd'hui n'exporte pas ou de manière vraiment modérée, sans y mettre un accent particulier, je pense sincèrement, dans 10 ans, elle n'existe plus.
On commence, nous, à comprendre ce qui se joue. On commence à voir, après une période où ça a été un petit peu troublé, la puissance et la vague qui se prépare depuis la Chine. Elle est renforcée avec les blocages de Trump. Il y a quand même des risques importants. Donc, c'est pour moi, je dirais, une folie de se limiter à un marché qui est tout petit. Le marché français, c'est 3%. Il faut vraiment se dire d'abord que notre influence, quand même, va décrescendo, voilà, et que notre poids économique va décrescendo. Et en plus, on a une croissance qui va être durablement en France et en Europe de l'Ouest plus faible. Voilà, donc quand on a dit ça, la conclusion ne peut qu'être de se développer à l'international. Maintenant, quand tu fais allusion à ce baromètre qu'on fait, c'est la 5e édition, on le fait avec Opinionway, Rex et Code, il y a vraiment une ligne totale de fracture cette année. C'est ce que tu dis, il y a beaucoup d'autres chiffres qui expriment ce frein, je dirais presque un peu un coup d'arrêt, je prends ce terme pour être vraiment percutant dans mon propos. En fait, il y a eu vraiment une fissure qui s'est faite profonde entre ceux qui exportent beaucoup et ceux qui exportent pas ou peu. Et ce qui est incroyable, c'est que, et on le comprend, nous, on est convaincus de ça, ceux qui exportent beaucoup disent que leur première priorité, c'est de continuer à exporter, à renforcer le développement international. Parce que je pense que en France, on a peut-être quelques freins en plus culturels ou psychologiques sur le développement international, sur le développement commercial. Une fois qu'on a vu ce que l'export peut apporter comme puissance de développement, on y a goûté et on veut continuer et poursuivre. Et donc, si je comprends bien, dans la stratégie d'export, c'est d'abord on identifie un marché porteur et ensuite c'est quoi? Vous accompagnez dans la zone géographique, on va chercher finalement à changer de zone géographique pour pouvoir démultiplier les points d'entrée dans les continents et se Ouais. développer plus vite. Quelle Alors, stratégie vous mettez en ouais, place? pour dire un peu mon point de vue, encore une fois, je souligne qu'il est important de se donner 2-3 combats dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Ce qu'on va mettre en place, une fois qu'on a décidé de s'établir aux États-Unis ou en Allemagne ou en Chine ou ailleurs, euh, c'est de choisir la modalité. Une modalité peut être de dire, là, il faut créer un embryon d'équipe commerciale et puis petit à petit conquérir le marché. Une autre modalité, c'est de dire, on commence par des distributeurs en ayant quand même à l'esprit qu'un jour, très probablement, et ça, à mon avis, stratégiquement, c'est essentiel, on va se séparer, il faudra avoir ça en tête, gérer ça, ou en tout cas se dérisquer par rapport à un réseau de distributeurs. Et puis nous, ce qu'on prône énormément, c'est les acquisitions, parce que globalement, quand on a une PME française leader, je dirais parmi les grands acteurs d'un marché, de niche en général, puisqu'on parle d'entreprises de taille moyenne, s'il y en a quelques-unes en France, il va y en avoir quelques-unes en Allemagne, quelques-unes aux États-Unis, ou distribuées un peu en Angleterre, etc. Et donc, nous, on prône vraiment ça, parce que ça permet une accélération massive de la croissance. Et puis, c'est le nirvana, quoi. On a une entreprise qui est déjà installée, qui est un peu un homologue, qui est peut-être sur le marché allemand ou américain depuis 30, 40 ans, qui a ses équipes, ses produits, ses développements, sa rentabilité, sa croissance. Et donc, il y a des synergies, en plus commerciales, souvent, qu'on peut trouver. Le seul problème de la croissance externe, il y en a deux, en fait. Les deux seuls problèmes, c'est que, un, il faut avoir les financements, mais ça, justement, c'est Oui. notre rôle de le faire. Et deuxième point, il faut trouver quelqu'un à acheter. Et on ne peut pas, je dirais, déterminer à l'avance et décider que quelqu'un va vouloir se vendre ou faire un accord avec nous. Une petite précision, le capital est très très mobile aux États-Unis. Globalement, un dirigeant, d'ailleurs souvent ils sont assez âgés, ils restent un peu en chairman, etc., d'une PME américaine, va très facilement dire, écoutez, j'ai pas prévu de céder, mais combien vous m'offrez, quoi. Ce qui est beaucoup moins le cas, par exemple, dans les pays de culture plus germanique, voire Mmh. très latine. Oui, aux États-Unis, il y a plus cette culture de volatilité, dire c'est le sens des opportunités, Voilà. contrairement à l'Europe où, c'est plutôt je construis une société et je vais amener cette société jusqu'à ma retraite, jusqu'à la fin de ma vie,
dans le processus d'évolution, c'est moins ancré le fait de lâcher? Alors moi, je dirais qu'aux États-Unis, on crée des business, Oui. donc on peut d'une certaine manière, comprendre qu'il y a moins d'affect. En Europe, on crée des entreprises Mmh. et c'est quand même un peu la différence. OK. Donc vendre un business, bon, ça peut se concevoir facilement, surtout que comme tu dis, on peut trouver d'autres business. Dans la conception plus européenne de l'entreprise, il y a cette notion quand même de développement de long terme, de corps social, d'ancrage dans les territoires, et cetera. Mmh. Bon, c'est un peu caricatural, mais je pense qu'il y a du vrai dans cette, appréciation. Quelles sont pour toi les plus grandes erreurs ou les erreurs les plus fréquentes que tu observes, dans justement des sociétés, qui travaillent soit avec vous, soit même qui ne Ouais, travaillent ouais. pas avec vous, mais qui souhaitent aller à l'international? Quelles sont les erreurs fréquentes que font les dirigeants lorsqu'ils souhaitent aller, à l'international? Alors, je dirais sur un plan stratégique, c'est déjà de pas suffisamment mettre l'accent sur l'international. Sur un plan stratégique, c'est, de se disperser et la plupart, des projets, que l'on voit ou en tout cas une grande partie, des dirigeants de PME se disent: «Bon ben, je suis en France, je vais ouvrir 5 pays en 4-5 ans». Sauf qu'ils envisagent de faire à vitesse accélérée ce qu'ils ont mis 30 ou 40 ans à faire en France. Donc ça fonctionne pas. Donc ça, c'est une deuxième erreur importante et puis on disperse, les moyens et puis on disperse même, l'engagement humain, psychologique. Un dirigeant qui serait dans trop de pays, il a plus de mal quand même à se concentrer sur, un engagement de long terme dans tel ou tel pays. Après moi, je dirais qu'en termes d'erreurs, il y a 2 erreurs peut-être un peu plus opérationnelles. La première, c'est qu'il y a, je trouve chez les Français, une certaine réticence à, écouter ou entendre même les retours clients, des, prospects clients internationaux. Le Français, pour lui, il a plutôt tendance, comme il est très technique en général, de dire: «Ben, moi, j'ai le meilleur produit et je comprends pas pourquoi». Or ça, c'est vraiment la base. Évidemment, il ne faut pas changer le produit à chaque fois parce que sinon c'est quand même pas rentable, encore que ça dépend des potentialités de chiffre d'affaires. Mais clairement, il y a souvent une adaptation qui peut être un petit peu technique ou, je dirais structurelle et puis souvent beaucoup dans l'offre, dans la distribution et cetera. Et puis la deuxième erreur, plus opérationnelle qui est faite, c'est que, heu, très fréquemment, on a, à la direction export ou à la responsabilité export, d'abord elle s'appelle plutôt export qu'international, des gens qui sont, heu, je dirais relativement récents dans l'entreprise, qui, ont pas une expérience terrain, très, marquée encore. Donc ça exprime en fait le fait que, les dirigeants français, ben, veulent faire de l'export, mais il y a quand même, je pense, une, révolution un peu copernicienne à faire, qui est de dire: «Ça devient une priorité et c'est la priorité des priorités, je m'en donne les moyens» et Mmh. c'est vraiment, au top de la stratégie. OK, donc c'est pas juste envoyer une ressource ou faire un partenariat avec un distributeur, mais vraiment mettre en place, des fonds, des moyens et une équipe, derrière. Ça peut l'être, mais le sujet, c'est, de se dire: «On a un plan, on s'y tient, si on a des distributeurs, il y a quelqu'un qui entretient et qui les anime, qui est expérimenté, qui connaît les produits» et typiquement, c'est intéressant, ça me fait penser à une autre singularité des Français. Ils sont vraiment reconnus, à l'international comme étant des gens qu'on va voir, au moment de la mise en place du contrat de distribution et puis plus. Il y a une très grande versatilité dans le lien, souvent des dirigeants ou en tout cas de leurs équipes internationales, dans le lien avec les partenaires internationaux. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer Eh ben, quand les c'est-à-dire Allemands, par ici exemple, ici la relation et après ça disparaît? Enfin, voilà, c'est un peu ce que je disais, c'est la même, mentalité qui est de dire: «Ben, tiens, moi j'ai mis 40 ans pour la France et j'ouvre 5 pays en 5 ans». Ben, c'est de dire, «Ah, j'ai signé le contrat donc c'est bon». mmh, Alors qu'en fait, tout commence à ce moment-là. Et qu'un distributeur ou une équipe commerciale, si elle n'est pas animée et encore, une fois mis à la priorité des options de développement, bah, ça fonctionnera, probablement pas. mmh.
Est-ce que tu peux me partager, une histoire, d'un succès, une success story Ouais, bien sûr. une entreprise que vous avez accompagnée Ouais, à tout à fait. l'international? Ouais, alors tout à fait. Ben, justement, c'est intéressant parce que c'est une entreprise, qu'on a accompagnée, pendant 8 ans. C'est un groupe qui s'appelle HPS International. On accompagne, Grégory Poitrasson, dans la reprise de cette entreprise familiale à la famille. Et donc l'idée, c'est, de développer cette entreprise, au plan international. Qu'est-ce qu'ils Ils produisent? font des vérins, de haute technicité qui, je dirais, vont mobiliser des moules, D'accord. pour, l'injection plastique, l'injection, alu, et cetera. Et en fait, c'est des vérins dont la technicité tient à la pression et au nombre de cycles. Donc on parle de plusieurs centaines de tonnes, voire parfois plus de 1000 tonnes et des millions de cycles. Donc c'est pour ça qu'ils sont très techniques. Hem voilà, c'est quand même quelqu'un qui est du domaine, et qui a une, ambition importante. La société fait une douzaine de millions d'euros quand on y investit. On est sorti là, l'année dernière parce que, ben, l'étape de développement mobilisait encore plus de capitaux et donc c'est un confrère qui a pris la suite et cette société, à ce moment-là, avait dépassé les 40 millions, avec une profitabilité importante. Et ce qui a permis ça, bien entendu, il y a le talent du dirigeant, mais sur un plan international, c'est qu'ils ont, développé énormément la Chine, avec une usine de production qui est même probablement, meilleure en termes de standards, que celles qui sont en France et au Portugal, mais pour servir le marché, asiatique. On ne fait jamais de délocalisation. La deuxième chose, c'est qu'on les a accompagnés pour faire une acquisition en Allemagne et donc ça, c'était vraiment intéressant parce que quand on n'est pas allemand en Allemagne, on n'a pas d'accès au je dirais, au cœur du marché. Et puis ensuite, on les a aussi aidés à faire une acquisition complémentaire en France. Tout ça pour dire que avec le développement international qu'on a accompagné au Mexique et aux États-Unis, c'est une société qui aujourd'hui est présente dans les grandes régions du monde, qui vient de faire en plus l'acquisition d'une société au Benelux. Et donc tout ça, ça a été un travail de l'équipe de Capital Export, des choix, des projets d'acquisition. Pour en faire une, il faut en avoir peut-être 5 ou 10, de nos partenaires de Global Alliance, et on voit que ça fonctionne bien. Mmh. L'autre point, c'est une société qui, elle, a fait surtout du développement international interne. Donc, c'est une société qui faisait des logiciels de pointe. D'accord. Et cette société a décidé de se développer à l'international, exclusivement aux États-Unis. On comprendra pourquoi. Et donc, nous, on les a aidés à constituer des équipes, à mettre des fonds en place. On a trouvé aussi des experts. Alors, c'était moins sur des experts produits que des ouvertures de portes, des ouvreurs de portes, parce que c'est des gens qui avaient travaillé dans des directions exécutives de grands groupes informatiques. Et donc, cette société s'est développée de 7 à 25 millions en 7 ans, 8 ans. Et ben là, après, il y avait une notion de cloud et ils ont été en fait rachetés par AWS. Et c'est quand même gratifiant pour les dirigeants et pour nous parce que AWS fait très peu d'acquisitions de PME. Là, on a parlé donc de la la prise de contact avec les PME, la phase d'internationalisation, et même de, quelques succès, de quelques, des erreurs, que peuvent faire les dirigeants en allant à l'international. Si on s'intéresse maintenant à la phase de transmission, est-ce que vous accompagnez également les dirigeants d'entreprise, à transmettre leur entreprise et finalement à préparer, l'après ou la fin de l'aventure? Oui, tout à fait. Alors, ben, c'est impératif, je dirais, si on veut être quand même en connexion avec notre marché. Il y a beaucoup plus d'opérations de transmission que de financement du développement. Pourquoi? 700 000 entreprises ont été globalement créées après-guerre par des baby boomers. Donc, elles sont aujourd'hui dans les 7, 8, 10 ans qui viennent à céder et à transmettre. Là, il y a un gros sujet emploi puisque c'est 3,5 millions d'emplois. Et donc ça fait un flux, je dirais de personnes qui arrivent, au moment de la transition, de la transmission, de la cession qui est très, très important. C'est une opération difficile, d'abord parce que psychologiquement on parlait, créer une entreprise, développer une entreprise. Il y a quand même un attachement affectif fort.
C'est une opération plus difficile encore dans des entreprises de taille moyenne comme les nôtres parce qu'elles sont immergées dans un territoire parfois petit, donc elles ont vraiment un rôle socio-économique et une visibilité socio-économique. C'est une opération difficile parce qu'il faut trouver le bon moyen de voir partir le fondateur, parfois qui incarne encore des choses, voilà un peu le primus inter pares, et à des cadres dirigeants qui des fois sont de seniorité et de, je dirais, d'étoffes différentes. C'est pour ça que assez régulièrement, il y a un manager externe qui connaît le secteur, qui vient dans cette combinatoire, je dirais fine qu'il faut mettre en place. Avec, un dirigeant qui fait, une sortie en sifflet, des cadres, qui reprennent, en parallèle. Si nécessaire, un repreneur manager qui va s'associer au cadre pour faire, cette transition. Fondamentalement, le plus important, c'est l'opérationnel. Alors ce qui est dommage, c'est que, les dirigeants, d'entreprises indépendantes, connaissent encore très mal, et pourtant il y a beaucoup d'opérations qui sont faites, connaissent encore très mal cette option. Et très souvent, un dirigeant de PME se dit: «Bon, moi, si je veux céder, c'est mes enfants, ou ma famille ou un confrère». Il se trouve que la transmission, aux générations familiales futures, s'étiole énormément, pour des raisons, on va dire, un peu sociologiques. Donc les gens se disent: «Ben, voilà, moi j'ai une entreprise, je vais être obligé de vendre à un confrère pour ne pas dire à un concurrent». Et c'est vrai que c'est, quelque chose qui est exposant et questionnant pour le dirigeant, et c'est pour ça que les opérations avec des fonds sont beaucoup plus souples, et en plus elles peuvent être progressives avec, d'abord une cession d'une petite majorité, puis encore un peu plus gros, puis ensuite une majorité, d'une petite minorité pardon, ensuite un peu plus gros, ensuite la majorité. Donc, cette souplesse et cette adaptabilité, cette agilité d'une certaine manière, très nettement les fonds peuvent l'apporter. Si tu reviens sur, cette phase de préparation pour toi, quel est ton conseil aux dirigeants qui justement rencontrent des difficultés, et qui se disent: «Moi, l'âge de la retraite arrive et je vois pas d'issue finalement et j'ai pas forcément envie de vendre à un concurrent». Comment faire pour bien préparer ces étapes? Alors, dans la PME française, je suis pas sûr qu'on soit très ouvert à solliciter du conseil pour ça. Et donc, le mot d'ordre que je donnerais, c'est de dire: «Ben, voilà, moi qui ai créé cette entreprise, dans X années, j'y suis pas. Comment elle peut fonctionner?» Et donc de ça, assez naturellement, en découlent des options de recrutement, d'organisation, voilà. Maintenant, c'est vrai que, les dirigeants d'entreprise sont quand même assez intensément occupés en général, et souvent ça arrive un peu tard. Donc, c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des opérations avec des fonds. Encore une fois, on a largement de quoi investir, donc, chacun décide ce qu'il veut. Mais, il y a cet accompagnement qu'on peut faire à la fois psychologique, opérationnel, puis financier. J'ai effectué un tour du monde, sur, la thématique de l'engagement au Ouais, travail, ouais, l'année dernière, ouais. où j'ai interrogé plus de 300, dirigeants d'entreprise, des DRH, des PDG principalement Ah ouais, c'est impressionnant, dis donc. et merci. Bravo. Je leur ai demandé leur vision de l'engagement. J'aimerais connaître la tienne. Qu'est-ce qui, fait que tu es engagé, au quotidien, que tu te lèves tous les matins? Qu'est-ce que c'est pour toi finalement l'engagement au travail? Alors moi, je dirais, c'est l'intérêt. Pour moi, l'intérêt, il a 2 composantes, la variété qui, résonne un peu sur la curiosité, donc ça, c'est la première branche, et la deuxième branche, c'est le plaisir. Le plaisir, bien entendu, je le trouve dans cette variété, mais, ce qui est pour moi vraiment fondamental, c'est, me nourrir de relations. Donc c'est vraiment ce qui me motive. Et les chefs d'entreprise, leurs conseils, ces entreprises-là, les équipes dirigeantes, même les employés et cetera, tous ces gens-là sont des gens qui sont, en général, très, très, intéressants, et riches. Voilà, donc c'est vraiment ce qui me motive, personnellement le plus. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors c'est une petite phrase, 3 mots: «It all depends», et en fait, je trouve que c'est fondamental parce qu'il y a pas de position préconçue, il y a pas de solution préconçue. Il y a pas de bon ou de mauvais, marché, il y a pas de bon ou de mauvaise entreprise et cetera, si on reste dans le domaine économique. Et en fait, ça force, ça fait quoi? Ça force à aller au fond des choses.
puisque ça va dépendre de quoi ça dépend, comment on évalue ces facteurs. Je pense que ça s'applique d'ailleurs dans des champs autres que le professionnel pur, mais c'est quelque chose qui est puissant. Et je redis encore, je pense que c'est d'ailleurs un sujet que je travaille à mes heures perdues, ça va casser les a priori et les biais. C'est vrai que les biais cognitifs, il y a toute une recherche qui est faite là-dessus. C'est quand même assez intéressant parce qu'on voit que c'est très, 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 très puissant et on ne s'en rend pas compte. Oui, surtout quand on a la volonté d'aller à l'international, de ne pas Exactement. garder son filtre culturel et de se dire Exactement, qu'on tout à s'ouvre fait. à autrui et à une autre culture. Et donc, c'est pas je vais conquérir, mais je vais plutôt m'adapter pour m'instaurer dans une culture et dans un nouveau marché. Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te guide? Ouais, alors exactement. Alors dans le domaine professionnel, mais même plus largement, c'est bon, moi je suis très marqué par Churchill et il y a plusieurs citations qui me plaisent, mais celle que je mettrai quand même en haut, c'est celle-ci. Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et là est résumée, je pense, la fibre entrepreneuriale finalement. Est-ce que tu as un indispensable? Alors, j'en ai plusieurs. Je dirais que, en à mon avis, il y a je dirais 2 livres ou 2 recherches qui m'ont vraiment marqué dans ma vie. La première, ça a été Blue Ocean Strategy, qui, a fait vraiment une modernisation et un pas de plus, alors qu'avant on était sur Porter, l'avantage concurrentiel et cetera. Donc ça m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, cette différenciation et ces curseurs qu'il faut mettre, je les ai moi-même appliqués quand, je peaufinais mon projet Capital Export. Et puis le deuxième, c'est moins connu, c'est un chercheur d'université américaine qui s'appelle Jim Collins, il a fait plusieurs livres, mais les 2 principaux, c'est, Good to Great et Built to Last. Et en fait, il a analysé, mais de manière très, très fine, ce qui faisait la réussite, d'entreprises par rapport à d'autres. Et en fait, finalement, ce qui ressortait, si je veux le dire en quelques mots, c'est, donc la ténacité, l'humilité et la cohérence. Alors bien entendu, ça se développe sur d'autres, thèmes, mais je trouve que c'est puissant. Alors ça me parle aussi parce que, je ne suis pas Jim Collins, mais je trouve que c'est un assez bon résumé de, je dirais, de la capacité de développement finalement. Après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as un conseil justement à transmettre à un dirigeant là qui nous écoute et qui hésite encore à exporter? Oui, alors, le conseil, c'est de dire qu'il faut absolument se projeter à l'international, ouvrir l'international parce que c'est un facteur de pérennité absolue pour moi, je l'ai déjà dit. Donc celui, sauf marché très domestique, qui ne s'internationalise pas sera mort dans 5, 10, 15 ans. Et puis, voilà, il y a aussi ce côté qu'on applique souvent à l'innovation, mais qui est intéressant. On ne peut pas, trouver si on ne cherche pas. Et donc on ne pourra jamais trouver, je dirais un développement ou un booster international si on ne le met pas en œuvre. Et ça résonne encore avec le baromètre, puisqu'on a bien vu que ceux qui font de l'international sont des ardents convaincus, et défenseurs de l'international. Donc cette, barrière-là, ce plafond de verre, comme on dit parfois pour d'autres choses, il faut le casser, il faut vraiment y aller, quoi. Voilà moi je dirais le conseil que je laisserai en cette fin d'entretien. Où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter ou contacter Capital Export? Oui, alors nous, on a 2 comptes LinkedIn. Un qui est sur Capital Export, qui est le principal et qui, je dirais, exprime et je dirais communique sur, l'actualité, un peu l'activité de l'entreprise. Et puis le mien, qui est probablement plus fondé sur des avis, des analyses, des réactions, en essayant de faire partager à mon très petit niveau, ce que je peux vivre, puis comprendre, puis partager au sens large sur le développement international. Merci beaucoup Jean-Mathieu, ça a été un Merci Paul plaisir de ton d'échanger écoute. avec toi. Également, plaisir partagé. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.